Bonjour, ou bonsoir, ou bonne nuit. Oui, parce que notre balado peut s'écouter aux mêmes heures ouvrables que le métier de parent, c'est-à-dire 25 heures sur 24. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Bienvenue à un nouvel épisode d'Histoire de père. Et attention, aujourd'hui, une grande première. On a deux invités, Maxime Pearson et Samuel Tremblay, qu'on connaît aussi sur le web sous le nom des Nouveaux Pères. J'avais un blocage mental à avoir des relations sexuelles avec ma conjointe. J'avais l'impression que le bébé était dans la pièce, tu sais. J'étais rendu là, Fait que j'étais pas capable, mais tu sais, je suis chanceux, j'ai une super belle communication avec ma conjointe. On en a parlé, on en a ri, puis c'était une belle expérience finalement, mais... C'est jamais revenu, mais c'est... C'est jamais revenu. Non, pas du tout. Quand un enfant vient au monde, il n'y a pas juste lui qui a bien des choses à apprendre. Ses parents aussi. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de questions, beaucoup de pression. Des fois, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre des nouveaux défis. Ça va être un plaisir aujourd'hui de jaser paternité avec deux gars qui comprennent l'importance de sourire entre deux soupirs. Maxime est papa de 2 enfants, Victor, 4 ans, et Léandre, 2 ans. Et Samuel, lui, a 3 enfants, Marguerite, 4 ans, Lambert, 2 ans, et Joséphine, 8 mois. Salut les gars. Salut Louis-Simon. Salut. Merci d'avoir accepté de venir jaser de paternité. Et peut-être qu'il y a bien des gens qui vous connaissent déjà sous le nom des Nouveaux Pères. Vous êtes des créateurs de contenu? On peut dire ça. On est des pères avant tout, hein, c'est ça que tu dis. Mais on fait aussi de la création de contenu autour de la paternité, ouais. Ah, mais c'est très important parce que vous vulgarisez la paternité, puis je pense que vous la rendez plus accessible. Rire des travails. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a des gens qui vivent les mêmes choses qu'eux. Mais on va parler de votre vision de la paternité tantôt. Mais avant ça, j'ai peut-être envie de mieux vous connaître, vous autres, les pères, derrière les nouveaux pères. D'abord, on commençait avec toi, Samuel. Est-ce que tu viens d'une grande famille? Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants? On est tous les deux nés au Lac-Saint-Jean de Beaumistassini. Je viens d'une famille de 3 enfants et... Oui, pour moi, ça a toujours été clair que je voulais reproduire ce que j'ai vécu, c'est-à-dire une famille unie. Mes 2 frères ont toujours été mes 2 meilleurs amis, très près de mes parents encore. Fait que c'est clair que plus tard, je voulais reproduire ce modèle-là que j'ai connu. Fait que ça a toujours été très, très clair que j'aurais des enfants, à quel âge, quand, je savais pas, mais ça a toujours été très clair dans ma tête. Ah, ben même chose. Moi, je viens d'une famille, j'ai un frère, puis je viens d'une famille très unie. J'ai très, très proche de mes parents. J'ai un père plein d'amour, puis j'ai une relation privilégiée avec ma mère. Ma blonde vous dirait qu'on s'appelle ben trop souvent pour un gars de 33 ans. Là, ouais. Ma mère appelle pas mal. Fait que oui, je viens vraiment d'une famille où c'est une valeur forte, puis on est tissé serré, puis pour moi, c'était clair que j'allais avoir une famille à mon tour. Ouais. Et là, je regarde l'âge de vos enfants, là, ça se ressemble pas mal. Vous êtes devenus père pas mal en même temps pour 2 amis. Vous êtes-vous appelés? Comment ça fonctionne? Ben écoute, moi, 29 ans à l'époque, moi, de mon côté, j'habite encore au Lac-Saint-Jean de Beaumistassini. On était rendus là. Moi, ça faisait déjà quelques années, 5 ans, je pense, 4 ans ou 5 ans que j'étais avec Marie-Claude. Une relation qui était forte, qui allait bien. On était des complices. On avait une stabilité professionnelle. On était installés dans un petit bungalow depuis quelques mois. Fait que c'était comme le prochain projet de vie logique, dans la suite logique. Là. Premier enfant, 29 ans. Je me souviens très bien que entre la décision d'avoir un enfant et Marie-Claude qui m'annonce qu'elle est enceinte, il y a très peu de temps entre les deux. Ouais. C'est une annonce qui s'est faite très vite. Fait que même si je me sentais prêt, c'est toujours un choc. Là, ouais. Et toi, Samuel, tu étais où dans ta vie à ce moment-là? Moi, j'habite Québec maintenant depuis une dizaine d'années, mais on a connu nos blondes aussi presque en même temps. On fait tout en même temps. Moi, j'habitais en appartement, fait que je peux rassurer les gens qui nous écoutent qu'on peut avoir des enfants en appartement. Ça se fait. Pour d'acheter une maison, un bungalow en banlieue, ça se fait. Vivre dans un 4,5 avec un bébé. Je dirais que j'étais prêt. Mon grand frère a eu un enfant 1 an avant moi. On dirait que ça m'a rassuré, puis c'est le déclic s'est fait à ce moment-là. Je me dis, OK, ça y est, mon grand frère en a un, c'est à mon tour. Hein? Fait à partir de ce moment-là, c'est devenu... Puis ma blonde a 2 ans de plus vieux que moi. Fait que je pense qu'elle était prête également, mais fait que ça s'est fait naturellement à ce moment-là. Fait que tu as fait un stage comme oncle avant de devenir père. Exactement, comme parrain même, puis j'ai... T'es moyen comme parrain, meilleur comme père. Et à ce moment-là, quand tu as appris que tu allais devenir père, c'était une joie, un plaisir? Honnêtement, là, le cliché du gars qui réalise pas tant que ça dans quoi il s'embarque jusqu'à l'accouchement, c'était un peu moi. Pour vrai, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'imaginer dans ce rôle-là. J'étais pas le type de père qui adorait écouter son bébé dans le bedon de la maman. Là, j'étais...
Mais le jour où l'enfant est venu, je suis embarqué à fond de train là-dedans, j'ai décidé de m'impliquer et de m'investir à fond, puis d'être un père très engagé. Mais avant, c'était très abstrait pour moi, cette aventure. Mais vous l'êtes devenu presque en même temps. En tout cas, vous l'avez appris en même temps. Qui l'a annoncé à qui? C'est moi qui l'ai annoncé à Max. C'était à Noël 2017. C'était assez particulier parce que je l'ai annoncé à Max. On était chez vous. On prenait de l'alcool autour de ton comptoir, je me souviens. Beaucoup d'alcool. Mais pas les femmes, décidément, parce que les deux étaient enceintes. Et ta blonde faisait semblant. Ma blonde faisait semblant de boire un verre de vin. C'est vraiment Et j'ai annoncé à Max... on a annoncé que Marie-Noël était enceinte, puis Max et Marie-Claude ont eu une réaction un peu bizarre. Et là, à ce moment-là, je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas de leur côté. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de joie dans leur réaction. Et finalement, c'est parce qu'ils... C'est ça. C'est-à-dire que nous, on avait également appris quelques jours avant Noël que Marie-Claude était enceinte. Mais moi, j'aime c'est face au stress ou je sais pas. J'avais une envie du contrôle de la nouvelle, je voulais qu'on aille rencontrer le médecin une première fois avant de l'annoncer aux gens. Puis je me souviens avoir challengé le test de grossesse quand Marie-Claude me l'avait montré. Là, je trouvais que la ligne était mince un peu. J'avais googlé les images pour... Fait qu'écoute, quelques jours plus tôt, fait que j'étais pas encore remis de cette nouvelle-là, même si j'étais super heureux. Là, je voulais qu'on garde l'information. Donc là, Samuel, Marie-Noël, un couple super proche qui nous annonce qu'ils attendent un enfant. Nous qui avons le secret, et je me souviens du visage de Marie-Claude, là, le visage de la pire menteuse qui me regarde comme hey, on leur dit dessus, tu sais, je pouvais lire ça dans ses yeux. Moi, j'étais comme non. Fait que c'est pour ça qu'on a eu l'air moins heureux pour vous. Ouais. C'est parce qu'on avait ramené ça à nous. Je m'excuse, Samuel, encore quelques années plus tard. Ça m'a beaucoup blessé. T'es un ami formidable, je m'excuse. Mais c'était pas arrangé, mais finalement, c'est le fun, par exemple, que ça arrive en même temps. La deuxième fois, c'était arrangé. Le deuxième enfant... Mais non, c'était pas arrangé, mais c'était une magnifique nouvelle parce que, oui, Marie-Claude et Marie-Noël pouvaient partager cette expérience-là, puis Samuel et moi aussi. En fait, on était déjà de grands amis, tu sais, pas juste des amis du secondaire, vraiment des confidents. On a fait des voyages ensemble, on a vécu plein de choses ensemble avant. Donc là, de sauter dans la paternité ensemble, on trouvait ça bien trippant. Là. Ouais, puis c'est un peu ça la genèse, en fait, du projet Nouveau Père là, qu'on a créé. Exactement. Puis Samuel en a parlé tantôt, il y avait quelques craintes, ou c'était flou, mettons, cette période-là, avant d'être père. Là. Puis je pense que vous avez commencé à écrire déjà du contenu à ce moment-là. Exact. L'idée de Nouveau Père est née, nos blondes étaient enceintes de 4 ou 5 mois. Bien, pour nous, personnellement, ça a été une façon aussi de faire un pied de nez. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient, quand tu as des enfants, tu t'éloignes de tes amis, il faut que tu mettes de côté certains projets créatifs. En créant Nouveau Père, on s'assurait de rester prêt. C'était un prétexte pour s'appeler de plus en plus. Puis aussi, c'était une façon justement de continuer à avoir des projets qui nous allument, qui nous emballent. Fait qu'on a lancé cette plateforme-là, qui est une plateforme où on aborde avec humour tous ces sujets-là, et qui nous permet aussi d'envoyer un message positif, je pense, autour de la paternité, parce que ce qu'on recevait était parfois plus négatif. Moi, j'aimais essayer d'être le plus prêt possible pour le défi qui m'attendait. Puis je trouvais peu de réconfort dans les discussions avec mes chums de gars. Je trouve qu'on allait... Tu sais, c'est des dialogues qu'on se donnait pas la chance d'avoir. Puis sur le web, il y avait du contenu. Puis dans les médias, il y avait du contenu, mais c'était un océan de mères qui s'exprimait sur la parentalité. Fait que même quand c'était du contenu ciblé pour les pères, souvent, c'était le véhicule, c'était des mamans, puis c'était des blogs de mamans, puis c'était beaucoup de mères qui s'exprimaient. Fait qu'on sentait qu'il y avait une place pour que deux gars qui connaissent rien à ça, mais qui sont bien intéressés par le sujet, fassent le récit puis aient des réflexions autour de la parentalité. Fait que vous avez décidé d'inspirer les autres, finalement. Peut-être inspirer les autres, mais aussi nommer des choses qu'on vivait. Ne serait-ce que de nommer des choses, de voir qu'on voit qu'on n'est pas les seuls à passer à travers ces étapes-là. Je pense que c'est juste positif. Là, ça permet d'ouvrir une discussion avec tout le monde. D'ailleurs, on parle de vos capsules, de votre contenu. Vous abordez toutes sortes de sujets, des sujets parfois un peu tabous. Vous avez fait une capsule sur la sexualité. Puis ce qui est le fun, là, c'est que c'est pas juste cabotin. On apprend vraiment des choses là-dedans que des pères peuvent se demander. J'imagine que ça vient de là. Peux-tu nous résumer, Maxime, la capsule un peu sur la sexualité? Certainement, mais écoute, dans cette capsule-là, nous, la base, c'est on le sait, on a été nous-mêmes, tu sais, à certains moments, des jeunes et des futurs pères. On avait un paquet de questions. Quand on finit par ouvrir les dialogues autour de nous, les pères, on partage tous les mêmes questionnements, les mêmes peurs, les mêmes craintes autour de la vie sexuelle. Comment est-ce que ça va changer? Des questions... bien banal de « Hey,
ça va être quoi ma vie sexuelle quand je vais avoir un enfant? Est-ce qu'on va refaire l'amour Un jour? Un jour? Ou, non, mais est-ce que je dois attendre une semaine, un mois, 6 mois? C'est quoi les moyennes? C'est quoi les chiffres? Moi, j'étais un gars de chiffres. En plus, j'aime ça, les statistiques. Puis on se permet pas d'aller là entre gars. T'sais. On fait semblant que ça va bien. Ça va, c'est bien correct. On fait des blagues, là. Ouais, on fait des blagues. Puis on fait quoi? C'est pas assez ou c'est trop. Mais tu sais, on reste dans le cabotin. Fait que c'est une... Puis on casse un peu aussi, dans la capsule, on parle beaucoup du désir qui fluctue pendant la grossesse, après la naissance. Puis on essaie de casser ce fameux mythe que les gars, on est toujours prêts à faire l'amour n'importe quand, n'importe où. Et c'est la mère qui ne veut pas toujours. Alors que le désir fluctue chez l'homme et chez la femme. Fait qu'on essaie de briser ce vieux mythe de masculinité toxique, ou appelez-le comme vous voulez. Là, mais on essaie de casser ça aussi puis d'ouvrir cette discussion-là autrement. Ah oui. Ben, écoute, pour me confier, moi, le premier, écoute, c'est pas à mode de dire ça, mais moi, j'ai un souvenir très clair à mon premier enfant d'avoir une panne de désir là, dans le dernier trimestre de grossesse où j'avais un blocage mental à avoir des relations sexuelles avec ma conjointe. J'avais l'impression que le bébé était dans la pièce, tu sais. J'étais rendu là. Fait que j'étais pas capable, mais tu sais, je suis chanceux. J'ai une super belle communication avec ma conjointe. On en a parlé, on en a ri. Puis c'était une belle expérience finalement, mais... C'est jamais revenu, mais c'est... C'est jamais revenu. Non, pas du tout. Mais t'es pas le seul. Ça arrive souvent que des gars se sont confiés là-dessus. Mais c'est ça. Faut nommer les choses. Mais justement, dans ce temps-là, là, quand vous vous imaginiez comme père, vous l'étiez pas encore... Comment vous vous voyez, puis est-ce que c'était vraiment ça qui est arrivé finalement? Est-ce que vous pensez que vous étiez pour être, je sais pas, très sévère envers vos enfants, puis finalement tu dis, non, c'est pas ça qui est arrivé? Moi, je me souviens d'avoir entendu tellement souvent avant d'avoir des enfants. Moi, j'avais quand même beaucoup d'amis qui avaient des enfants autour de moi, puis la fameuse phrase, tu peux pas comprendre, tu comprendras quand tu auras des enfants, mais c'est normal, toi, Maxime, t'as pas d'enfants. Je détestais ça, je disais, mais j'ai l'intelligence, expliquez-moi, je peux comprendre c'est quoi. Puis, tu sais, bon, ben là, je suis sauté là-dedans, j'ai vécu moi-même l'expérience. Je pensais que j'allais être un bon père, j'ai été un bon père, mais évidemment, la réalité, le quotidien d'avoir un bébé à la maison, puis l'espèce de nouvelle vie de famille, ben c'était évidemment bien différent de ce que j'imaginais. Puis moi, j'avais certaines appréhensions quand même. C'était pas majeur, mais j'avais une crainte au début de pas savoir comment ça marche. Je savais que j'avais aucune expérience. J'ai pas baigné dans un environnement où j'avais des bébés autour de moi, où j'ai pas donné des biberons, j'ai pas changé de couche avant d'avoir des enfants. Fait qu'au départ, j'avais un questionnement, puis j'avais hâte de faire mes preuves, là, puis d'avoir mon bébé à moi, puis de le tenir dans mes bras, puis d'avoir du temps pour trouver mes repères. Puis honnêtement, finalement, ces craintes-là se sont estompées très, très, très rapidement parce que... L'attente est pire, finalement. Quand on est dans l'action, on se débrouille. Puis... Ah oui. Exactement. Est-ce que dans votre entourage, ça ressemblait à ça aussi? Vos amis, est-ce que vous aviez l'air un peu extraterrestre d'être aussi impliqué d'avance ou de réfléchir à la paternité? Bien, on a la chance d'être entouré de pères qui sont bien impliqués dans leur famille, des modèles familiaux où les hommes sont investis, où il y a un bon partage des tâches, des responsabilités. Puis est-ce qu'on a de la place pour l'apprendre? Est-ce que tout le monde a de la place? C'est une bonne question, mais moi, puis sans doute qu'il y a dans certains couples des dynamiques qui font en sorte que la mère prend toute la place puis les gars en prennent moins. Sans doute que ça existe, mais moi, je pense que fondamentalement, un père qui prend les devants, qui a confiance en lui puis qui s'implique dans la famille, il n'y a pas beaucoup de mères qui ne lui donneront pas la place. Je pense que toutes les mères, au final, veulent un conjoint qui s'implique autant qu'elle, puis qui a confiance, puis sur qui elle peut compter. Fait que, à un moment donné, il ne faut pas attendre la tape dans le dos, il faut la prendre, la place. Puis si tu attends toujours que ta blonde te dise quoi faire, c'est sûr que peut-être ça ne viendra pas. Là. Mais si tu démontres toi-même de la proactivité, ça va venir. Ouais. Samuel, pardon, vas-y. Mais c'est juste, moi, j'ai cette réflexion-là. On parle, je sais pas, c'est l'image qu'on se fait tous de la femme qui laisse la place, le père qui prend la place, alors que la place, il n'y a personne qui la donne ou qui la prend. On décide de s'investir, on est deux, c'est un projet à deux, cette famille-là, cet enfant-là. C'est pas ma blonde qui décide si je m'assois ou pas dans mon siège de père, tu sais. Fait qu'il y a cette espèce de relation-là où
c'est sûr que si je m'investis pas, l'autre partenaire va prendre le relais. Mais si tu t'investis dès le jour 1, puis ça se passe dès le début d'ailleurs, il y a beaucoup de pères qui attendent un peu parce que les premières étapes de la famille sont des tâches liées aux soins des enfants, des tâches qui sont plus maternelles. Ouais. Mais si tu t'impliques pas dès le début, c'est bien difficile d'embarquer dans un game de hockey rendu à 2, 3, 4, 5 ans. Puis on est quand même tous à risque de reproduire des patterns qui existent dans notre société depuis des générations. Là. La mère qui fait plus les tâches liées aux soins des enfants. Moi-même, puis je me vois aller, je nous vois aller avec ma blonde, puis des fois, on reproduit ces patterns-là, mais on s'en parle, on le nomme, puis on essaie de casser ça. T'sais, je me souviens à un moment donné, au départ, ma blonde trouvait que j'habillais mal les enfants pour les amener à la garderie. J'ai connu ça aussi. Je suis sans doute pas le seul. C'est pas surprenant, tu t'habilles mal toi-même. C'est difficile quand même. Elle voulait les habiller tout le temps. J'ai dit, ça n'a aucun sens. Tu n'habilleras pas les enfants tous les matins. On ne se construira pas cette prison-là. À un moment donné, elle voulait choisir le kit des enfants chaque matin. Puis j'ai dit, c'est ridicule de t'imposer cette charge mentale. Fait que j'ai refusé ça. Puis elle aussi, elle a bien réalisé que ça n'avait aucun sens. Fait qu'aujourd'hui, je me suis un petit peu amélioré dans le choix des vêtements. Et ma blonde a un petit peu accepté que parfois, ils vont à la garderie puis ça ne fit pas. Mais on s'est vu tomber dans ce pattern-là puis on l'a déconstruit. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Là, puis on en rit aujourd'hui, mais je pense qu'on est à risque parfois de reproduire ces patterns qui sont complètement ridicules. Super intéressant. Puis là, tu as maintenant 3 enfants, Samuel. Toi, tu en as 2, Maxime. Y a-t-il des choses qui ont changé ou que tu pensais pas aimer autant dans la paternité, mettons, quand tu as commencé? Là, la première fois que tu es devenu père, J'aimais beaucoup ça à 2, à 3. Ça, ton niveau d'humour, Samuel, faut que tu l'expliques après. Parce que des fois, il y a juste toi et moi qui le comprend. Non, c'est évolutif. Là, puis honnêtement, entre un bébé naissant et 3 enfants, la dynamique change dans une famille. Puis je suis sans doute un meilleur père aujourd'hui que je l'étais au départ. Pas un meilleur père, mais j'ai pris conscience de certains trucs. Mais j'ai la même volonté que j'avais au départ de m'impliquer partout puis d'en faire ma priorité, mais c'est un défi de tous les jours. Ça m'arrive encore. Je me vois encore parfois donner trop d'importance au travail. Fait que je me le rappelle tous les jours pour m'assurer que... Parce que le modèle que je veux bâtir, c'est un modèle dans lequel mes enfants sont ma priorité, ma famille est ma priorité, mon couple est ma priorité. Je me le rappelle tous les jours. À date, ça va bien. Faut que ça continue comme ça. Maxime, toi, tu as juste 2 enfants. Juste 2 enfants. Moi, je te dirais qu'il y a comme Samuel, ça évolue tout le temps. Puis j'ai hâte de voir le père que je vais être plus tard aussi. Mais j'aime le père que je deviens. Je sens que le jeu de la confiance, évidemment. Quand on réussit les choses, quand on réussit à bâtir une relation forte, une relation de confiance avec nos enfants, avec notre partenaire, on peut regarder derrière nous puis voir le chemin qui a été fait. Puis moi, j'ai une fierté du père que je suis, une fierté dans les choix, dans le partage de mon temps aussi, dans les choix que j'ai faits pour mettre de l'avant puis mettre en priorité ma famille. Fait que je savais pas que ça allait être ça l'expérience, mais je suis bien content de comment je réagis aux défis que la vie me pitch. S'adapter. Ouais, c'est le jeu de l'équilibre. Hein? La vie, c'est le jeu de l'équilibre. Avec la famille, c'est bien difficile. Donc, je veux réussir dans mon rôle de père. Je veux réussir professionnellement. Et cet équilibre-là, très difficile à atteindre, il y en a beaucoup qui vont basculer, moi le premier, vers le travail. C'est surtout dans notre fin vingtaine, début trentaine, où il y a une espèce de course au succès, de course à la réussite. J'aurais envie de dire que c'est peut-être... Les femmes aussi vont vivre cette pression-là. Les hommes, on a ce sentiment-là entre nous de beaucoup valoriser la personne qui travaille fort, qui travaille longtemps, qui fait de l'argent, qui a un titre. Fait qu'il y a une relation au travail qu'il faut briser si on veut laisser toute la place à notre rôle de père, je pense. D'après vous, quel est le plus grand défi des familles aujourd'hui? Est-ce que c'est le partage des tâches? Est-ce que c'est le temps. Moi, je pense que c'est le temps. On en manque constamment. On travaille plus que jamais. T'sais, les mères travaillent plus qu'avant, tant mieux, mais les pères travaillent pas moins qu'avant. Fait que ça fait... les 2 parents sont surchargés de travail. Puis l'équilibre à travers tout ça est très difficile à trouver. Fait que, le manque de temps met une pression sur le couple. On manque de temps ensemble. Parfois, on devient impatient avec les enfants. Bref, le temps qui est compressé comme jamais, je pense que c'est le plus grand défi des parents d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'épuisement. Fait on est tous pris à jongler avec ça. Ah, moi, j'adhère au fond. Moi, je pense que vraiment, trouver cet équilibre-là, puis que notre horaire soit un peu le reflet de nos priorités. Puis on soulevait aussi, puis on avait la réflexion que le couple peut être aussi une sphère de la vie qui va écoper de tout ça. Là. Fait que souvent, on est très souvent des partenaires, puis on est des coéquipiers, puis on fait de la coparentalité.
mais on est amoureux aussi, puis il faut s'en rappeler, puis il faut rester amoureux. Puis souvent, on mettra pas de côté le travail, on mettra pas de côté, on va protéger le temps de qualité avec les enfants. Fait que ce qui va écoper, c'est la relation entre maman et papa. Mais ça va bien dans nos couples, là. C'est ça. Non, mais... c'est une observation qu'on fait. On est pas en train de... C'est une réflexion que j'ai constamment de protéger ce que j'ai bâti avec ma blonde, au-delà des enfants, de protéger, de préserver cette relation-là et de l'entretenir. Ça m'habite constamment, on en parle, parce que je sais que si tu t'oublies, à un moment donné, ça peut... La boule de neige descend puis elle devient très grosse et c'est dur à rattraper. Ça sera un bon moment pour dire à ta blonde que tu l'aimes, je pense. Je t'aime, Marie-Noël. Je t'aime, Marie-Claude. Ben là, t'as parlé en même temps que moi, je vais leur dire. Je te laisse la place. C'était quoi son nom déjà? Je t'aime, Marie-Claude. Non, ça, si c'est beau. Vous avez parlé de notre métier de père, du couple. Est-ce qu'il reste une place pour les gars en arrière de ça? Tu sais, rester soi-même? Parce que oui, les enfants, oui, le couple. Ouais, moi, je pense que c'est possible de maintenir des activités, si on parle d'activités sociales, de faire du sport, de voir ses amis encore. C'est tout à fait possible de le faire. C'est sûr que... Parce qu'il y a des gars qui ont peur de ça, là, de perdre... Puis il y a des gars qui s'isolent, je pense, après avoir des enfants. Tu sais, j'en connais. Je pense qu'il y a un risque à ça. Il faut maintenir ce cercle d'amis-là. Ça aide d'avoir des amis qui ont des enfants aussi. Ça fait des activités qui sont plus... Aller au parc et jaser avec son ami pendant que les enfants jouent. Tu sais, c'est possible, certainement. Oui. La stratégie des combos, hein? Aller au parc avec des amis, des adultes, faire des vacances, mais en famille, avec du temps, avec notre blonde, puis essayer du sport avec notre blonde, essayer d'optimiser le temps, puis de faire le plus de choses possible. On revient encore au Moses de défi de l'équilibre. Effectivement. Est-ce qu'on vous a donné, avant que vous soyez parents, des conseils qui ont finalement été utiles ou, comme la plupart des conseils, c'est passé dans le beurre? On m'a donné peu de conseils, en fait. C'est peut-être ça le problème. non, mais là où je veux en venir, c'est les hommes, je pense qu'on a peu de discussions franches sur le rôle de père et sur comment ça va changer dans nos vies. Et j'ai eu peu de discussions franche, profonde sur ce qui m'attendait comme père avec d'autres gars avant d'avoir des enfants. Honnêtement, je me souviens pas de ces discussions-là. Mais je pense qu'on peut certainement améliorer ça. Puis, tu sais, nouveaux pères, on essaie de contribuer très humblement à ouvrir ces discussions-là. Juste avant d'avoir la réponse de Maxime, est-ce que tu penses que tu aurais aimé à cette époque-là avoir des discussions là-dessus? Est-ce que j'étais là à ce moment-là? Ouais. C'est une très bonne question. Est-ce que j'aurais écouté mes propres capsules il y a 5 ans? C'est une bonne question. Je réfléchissais pendant ce temps-là, puis effectivement, peu de conseils, certains conseils de femmes, de mères qui vont plus s'exprimer quand vient le défi de la famille, mais entre gars, puis même je te dirais que je pense que c'est peut-être un problème, entre gars, on se permet moins des discussions de fond sur la famille, sur nos peurs, sur des trucs qu'on vit tous, sur comment ça s'est passé pour de vrai, l'accouchement. C'était quoi ton rôle? C'était comme, comment tu t'es senti les premières fois que tu as fait telle chose avec ton enfant? La nuit, comment vous gérez ça? La sexualité, comment ça se passe? On n'en parle pas. Il y a beaucoup de non-dits, de tabous autour de la famille. Les gars, on se donne pas la chance d'être autour d'une table puis d'avoir un dialogue franc, là, comme on a là. Puis je sais que vous aimez sûrement bien des choses dans votre vie de père, mais est-ce qu'il y a un département que vous aimez le plus? Quand est-ce que vous vous sentez vraiment sur votre X de père? Les congés parentaux. Je pense en faire un 4e pour un autre congé parental. Non, mais moi, j'ai adoré pour mes congés parentaux. Dans le dernier, on a pris 8 semaines, on est parti en famille au Costa Rica. Tu sais, le défi, je trouve, moi, c'est dans la routine quotidienne, souvent, on a quand même peu de temps de qualité où on est 100% là pour nos enfants. Fait que d'avoir au moins su créer ces moments-là où on était juste entre nous en famille, juste à vivre et à apprécier le moment, là, c'est difficile d'y arriver dans le brouhaha quotidien. Fait que moi, ces moments-là ont été marquants et là, j'aurais plus d'autres congés parentaux, mais je cherche à reproduire au maximum ces moments-là où je suis présent à 100%. Okay. Tu trouves comme ta vraie nature de père plus en vacances ou en congé ou quand tu as vraiment... Je reviens au temps mais moi, j'ai un défi à décrocher du travail instantanément quand je quitte le bureau. Là. Quand je suis en télétravail, il est 5 heures puis je sors du bureau, il est 5h05, je suis avec ma famille. C'est un défi pour moi d'être 100% dans le moment présent. J'ai la tête ailleurs puis je me bats constamment contre ça parce que je sais que c'est
en moi. Mais quand je suis en vacances, je suis 100% là, je suis pas sur mon téléphone, je suis avec mes enfants. Fait que c'est de réussir à reproduire ça le plus souvent possible, mais c'est un défi que j'ai, comme je suis sûr plein de gars qui nous écoutent, ça m'habite. Ben, c'est certain. Puis on se le dit entre nous. C'est bien fou, même nous-mêmes, là, qui sommes engagés, qui parlons du sujet de la parentalité, qu'on est sensible à ça, on se permet la petite blague facile de... Tu sais, moi, j'essaie de moins travailler pour ma famille. Bien, souvent, je suis le sujet ou la cible de taquinerie de mes amis, de la petite blague du gars pas vaillant, puis du gars qui est tout le temps en congé, puis ouais, c'est sûr que toi, travailler, c'est pas ta force, tu sais. Puis... Fait qu'on, rapidement, on se lance. Alors que la pensée de fond de tout le monde, c'est félicitations, tu mets de l'avant ta famille, puis c'est cohérent avec ton discours. Mais dans les discussions de groupe, on va pas là. On se protège, on reste dans la petite blague. Puis Plus dans le milieu masculin, tu penses? Ben écoute, je suis rarement dans des milieux féminins, mais moi, dans ma gang de boys, tu sais, on fait ça. Moi, le premier, on se tire la pipe. Puis quand je décortique les messages qu'on se lance, mais je trouve que c'est incohérent avec ce qu'on veut mettre de l'avant et avec nos priorités. On valorise plus le gars qui travaille 70 heures par semaine que le gars qui arrive en première garderie parce que c'est important pour lui. L'inverse, ben, tu sais, les mères, il y a une pression au travail aussi, ça existe aussi, mais je pense que c'est clairement différent pour nous. Là. On survalorise le travail, c'est clair. Continuez de faire du bien aux gens autour de vous, puis aux nouveaux pères. Continuez d'en parler, de communiquer là-dessus, puis d'apprendre à en rire. Parce qu'avec le temps, tout devient drôle, hein? Surtout de la façon dont vous l'évoquez dans vos capsules puis dans vos articles. Hey, c'était super le fun de jaser avec vous. Merci beaucoup, les nouveaux pères. Je pense qu'on peut vous suivre sur votre site. Oui, sur Internet, sur les médias sociaux, on est un peu partout. Ouais. Nouveaupère.com. Yes. Merci beaucoup, les gars. Hey, merci beaucoup. Lucien. Histoire de père est un balado de Naître et Grandir produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Je vous invite à découvrir les autres épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.